tous. Alors nous nous retrouvons avec une autre équipe. Nous avons eu le plaisir de débattre avec tous nos participants. Je vais vous les représenter dans quelques secondes. Je voudrais par ailleurs vous rappeler que nous avons une grande chance d'être accueillis gratuitement et généreusement par l'USN, l'Université Sorbonne Nouvelle, près de Nation à Paris. Je m'amuse toujours à dire que si les sièges étaient rouges, on serait avec Michel Drucker. Mais c'est très très confortable, c'est très agréable. Et nous sommes en duplex. Nous sommes en duplex avec Lisa qui donc intervient pour la seconde fois avec nous. Lisa, je rappelle que vous êtes donc institutrice, professeure des écoles et surtout chroniqueuse. Je dis surtout parce que c'est comme ça qu'en fait on s'est connus. Donc c'est là où c'est intéressant. J'ai lu plusieurs de vos papiers, Marianne, Le Point, Le Figaro. Lisa, bonjour. Bonjour Albéric. Nous avons une étudiante, il s'agit de Ombline. Alors on va l'appeler Ombline, c'est son prénom, hein. Mais nous ne allons pas rentrer dans des grands mystères, mais c'est plus confortable pour une étudiante de représenter plutôt le corps des étudiants plus qu'une école. Mais vous avez quand même un beau parcours, vous êtes en train de décrocher le Master 2. Voilà, en histoire et patrimoine, Voilà. Master 2, après en particulier une prépa littéraire au lycée Henri IV. Voilà, on avait dévoilé quand même, histoire de flatter un peu Henri IV. C'était un honneur de vous avoir, je suppose. Merci à vous. Bien, nous avons Benoît, alors le fidèle. Bonjour Albéric. Chaque saison, nous retrouvons Benoît, chef d'établissement, créateur d'établissement aussi, fondateur, et puis aussi auprès des entreprises, dans le management, etc. L'anthropologie dans toute sa splendeur. C'est ça. Voilà. Oui. Et puis nous avons un homme qui à la fois est intéressé par l'anthropologie, mais également par toutes les hautes technologies, cinéaste, pour mettre tout cela en valeur, et surtout enseignant. Tout à fait. Une expérience que vous aimez, Jérôme Bloch? Oui, tout à fait. Une expérience plurielle, faite d'expériences très enrichissantes et complémentaires. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans la relation avec l'enfant, avec, comme on dit, le maître et le disciple? Quelle est cette étincelle qui vous fait vibrer? Écoutez, je pense qu'on a une responsabilité énorme. Et ce qui est passionnant, c'est de transmettre déjà notre passion pour, là en l'occurrence, les disciplines fondamentales, puisque j'enseigne actuellement en cycle 1, le français, les mathématiques, parmi d'autres matières, mais c'est deux matières sur lesquelles on met l'accent, et permettre de construire des esprits libres dans un avenir, l'avenir le plus proche possible. Voilà. L'enseignement en direct, vous êtes en classe? Tout à fait. Une classe de combien à peu près? C'est variable, puisque je fais des remplacements, mais en moyenne une trentaine d'élèves, entre 28 et 32 élèves en moyenne. Avant le Covid, nous avions déjà parlé pas mal de l'école par Internet. Après, il y a eu toute une terminologie qui a été donnée, tout un vocabulaire qui nous a été offert, notamment dans l'expérience douloureuse et en même temps intéressante du Covid. Nous avons eu l'école en présentiel, cette distinction, comme si tout d'un coup ça devenait maintenant, parmi d'autres possibilités, une option et pas une réalité. On est très loin, Benoît, de ce que l'on appelle ce rapport entre le maître et le disciple, le professeur de l'Antiquité qui est sous le porche et que l'on va rejoindre. On rejoint nos disciples, ce maître, et nous allons chercher la connaissance dans un endroit incarné. Réalité incarnée. Alors bon, l'ère du télétravail, de la visite après et de la visio après le Covid, c'est vraiment le contexte dans lequel nous nous trouvons sur un tel sujet. Et l'école présentielle devra maintenant se justifier selon certaines théories académiques. Le ChatGPT ou Academia ou d'autres encore, pour ne pas citer que seulement une entreprise, propose déjà ces options. La socialisation scolaire est donc finalement pas forcément
mise en valeur pour certaines personnes. Le danger de l'individualisme et du sectarisme commence à pointer son nez. Et pour ce qui est de la connaissance, connaissons-nous vraiment la disposition originelle de la quête au savoir, maître et disciple, où en sommes-nous dans cette relation? Nous avions déjà une certaine instabilité dans l'enseignement, dans l'existence de l'école en ce qui concerne l'immobilier et l'ouverture des écoles. Nous allons en parler ensemble avec cette équipe et d'autres invités qui nous rejoindront sur notamment les effectifs, sur le nombre d'écoles qui devraient être créées ou pas, etc. Mais pour l'instant, voyons s'il y a finalement une bagarre qui est en train de se mettre en place, un débat. D'abord, est-il justifié? Est-ce aberrant d'entendre parler d'une école présentielle qui ne serait peut-être pas forcément l'école de demain? Ça devient problématique. Alors on va s'amuser, on va se servir dans la forme de la liaison par visio pour laisser parler Lisa au sujet de l'école virtuelle qui pourrait prendre la place à l'école présentielle. Moi, je crois très fort à l'autodidactisme. Et je pense que le rôle des enseignants est de donner aux enfants, aux élèves en général, l'envie d'aller plus loin. L'école ne peut donner qu'un vernis. D'abord, on ne sait pas tout, même on enseigne. Par ailleurs, on est généraliste, donc on enseigne de manière un peu impressionniste, un peu de maths, un peu de français, un peu d'histoire. Et chaque individu, vous n'aimez pas l'individualisme, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc chaque individu est appelé à développer ses passions, ses talents, ses goûts, à s'épanouir dans ce qu'il préfère faire. Vous êtes séduite alors par l'école vous êtes séduite par l'école qui pourrait être du coup en visio, en lien satellite, à partir finalement de la maison? Alors pour moi, il n'y a pas d'exclusion ni d'exclusivité. Je ne demande pas à mes élèves un amour exclusif. Je souhaite suffisamment mon enseignement pour avoir envie de venir me voir, pour avoir envie de cette relation personnelle, en classe, que les moments qu'on passe ensemble soient suffisamment bons et instructifs pour qu'ils continuent. Mais vaut-il mieux apprendre bien et apprendre des choses déjà bien et par écran, ou ne rien apprendre à l'école? Parce que l'état de l'école en France aujourd'hui, c'est quand même, pour beaucoup d'enfants, une école qui leur apprend rien du tout. Non, mais moi je suis sidéré. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème d'appauvrissement quelque part, on se dit, ben allez, on élimine et on remplace et on tue. Non, c'est pas ça. Non, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que parfois, quand j'entends mes enfants raconter leur journée de classe, quelle perte de temps. Je me dis qu'il serait mieux à la maison avec des bouquins, ou avec un bon film, ou avec des cours d'anglais ou des cours d'histoire sur Internet. Est-ce que l'école, du coup, alors on revient tout de suite avec vous, hein, Lisa, parce que je veux un petit peu qu'on entende un petit peu tout le monde. Est-ce que finalement, ça veut dire que on pourrait entendre dans ce que nous dit Lisa, ça serait pas mal finalement que l'école soit le reflet de ce que va devenir demain la vie professionnelle et qui commence à se confirmer avec un peu de télétravail. Moi, ce matin, j'ai mon assistante qui m'a dit « Demain, Albéric, je ne suis pas là, mais on travaille quand même. » J'ai dit « Oui, on sera en télétravail. » Mais donc, on s'adapte à quelque chose qui fait que l'on n'est pas forcément en présentiel les uns et les autres. Est-ce que l'école devrait prendre ce rythme-là? D'abord, Ombline, vous êtes étudiante, vous sentez que ça pourrait être bien? Alors, d'un point de vue vraiment purement personnel, j'ai une très mauvaise expérience des cours en visio et de tout ce que ça a pu représenter. On sait que les étudiants ont beaucoup souffert et même certains ont carrément... Et même récemment, avec les blocages
les blocages de fac autour de toutes les manifestations sur la réforme des retraites, etc., des articles du Figaro étudiant manifestaient l'inquiétude des étudiants à l'égard de ce retour du visio. Je crois que si le visio, en tout cas la visioconférence et l'école en distanciel, l'apprentissage en distanciel est déjà si difficile pour des étudiants, a fortiori pour des élèves qui sont tout petits, qui ont besoin d'apprendre et d'engranger un maximum d'informations et de construire leur cerveau. Moi, je crois beaucoup au contraire à ce lien physique et à ce lien charnel presque du maître avec son élève. Enfin, voilà. Il est exclusif. Lisa le dit. Il ne faut pas tomber dans le fanatisme pour le prof, quelque chose comme ça. Moi, je crois, au-delà du fanatisme, je ne pense pas à du fanatisme, j'en ai pas du tout l'expérience. Ce qui est sûr, c'est que je crois à l'attraction magnétique, à l'admiration qui porte l'élève vers son maître et qui le porte. On disait, Lisa le disait très justement, l'intérêt de l'école, c'est d'ouvrir l'élève et de le pousser à approfondir des matières. Et en tout cas, mon expérience à moi, c'est d'avoir entendu des informations disséminées, semées par mes professeurs et d'avoir vraiment cultivé ce désir d'aller creuser, d'aller lire tel ouvrage, tel texte mentionné par un professeur. Et c'est justement ça l'ouverture. Benoît, Ma seule question, c'est est-ce qu'il faut opposer les deux? C'est ça. Pourquoi faudrait-il choisir? Il y a des enseignants qui prolongent, notamment au lycée, il y a des enseignants qui prolongent leur enseignement le soir avec les parents. Jérémy Fontagneux, qui a tant de succès dans le nord de Paris, je crois, à Saint-Denis, en l'économie, le fait en marquant ses élèves à la culotte. C'est-à-dire que le soir, ils vont des SMS pour leur demander s'ils ont bien fait leurs devoirs, etc. Alors moi, je ne suis pas du tout pour ce mode totalitaire, mais ça fonctionne avec certains élèves et dans certains milieux. Pourquoi faut-il opposer les deux? Moi, je pense pas qu'il faille les opposer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Lisa. Je pense que le mot-clé, vous avez prononcé le mot autodidaxie tout à l'heure, il me semble. Je pense qu'une des fonctions de l'école, c'est effectivement de favoriser cette autodidaxie, c'est-à-dire que l'élève cherche de plus en plus loin par lui-même et de façon de plus en plus autonome, en quelque sorte. Donc, il faut donner de l'autonomie et en même temps la soif de chercher et dans des matières qui plaisent plus que d'autres, évidemment, selon le profil de chaque élève. Mais on disait bien, enfin, autrefois, l'expression était assez courante. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous avez appris à l'école, on peut répondre des choses, mais ça va être très, très général et très vague. Par contre, si vous allez dans une réunion d'anciens élèves d'une école, tous les élèves vont dire « Moi, j'ai eu monsieur un tel, j'ai eu madame une telle. » Et certains aiment la matière parce qu'ils se sont très bien entendus. Il y a des élèves qui disent « Moi, je n'aime pas les maths. » En fait, ils n'aiment pas le prof de maths. C'est ça. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même une importance très grande de la personne et de cette espèce d'épaisseur charnelle qui fait que… Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est pour ça qu'on peut avoir de très mauvais profs, parce que, alors, évidemment, ça fait un effet repoussoir. C'est pour ça que la responsabilité de l'enseignant est très, très importante. Parce qu'il est bien sûr en charge de transmettre sa matière, en quelque sorte, mais il est en charge de la faire aimer et de rejoindre l'intelligence des élèves. Et en rejoignant l'intelligence des élèves, il met en application finalement ce qu'on apprend aussi, je vais dire en politique ou bien dans le monde des affaires. On explique aux gens que c'est bien de se dire bonjour en se serrant la main le matin, mais en fait, les êtres humains se rencontrent véritablement par leur centre, par leur cœur, par leur enthumos, par le cœur à cœur, par leur intimité en quelque sorte. Et il y a une intimité de l'intelligence avec le maître. L'élève, petit à petit, rentre dans l'intelligence du maître et le maître dans l'intelligence de l'élève. Donc là, il y a un échange qui se passe et qui est, à mon avis, irremplaçable, en tout cas difficile à mettre en place, même si je ne l'oppose pas. Je ne l'oppose pas à celui qui se produit aussi par les écrans, mais je pense que l'échange par les écrans et l'apprentissage par les écrans présupposent une forme de maturité que tout le monde n'a pas. Alors je pense qu'il y a une forme de maturité à la fois vis-à-vis de la matière qui est enseignée et à la fois vis-à-vis de l'utilisation, de l'usage, j'allais dire même du matériau lui-même, quoi. Alors, donc je pense qu'on n'oppose pas, c'est utile dans les deux cas, mais je privilégie le contact avec le maître, la rencontre du maître et de l'élève, y compris même en dehors des cours. Je me souviens d'un vieux professeur qui enseignait, c'est une bizarrerie d'ailleurs, il enseignait l'espagnol et l'anglais. Et quand nous étions lycéens, si nous lui parlions,
on le croisait à la gare, par exemple, ou dans la rue, et si on lui parlait en français, il ne nous répondait pas. Si on lui parlait en anglais ou en espagnol, il nous répondait. Ce maître, rien que par cet outil qu'il avait mis en place pour ses élèves, finalement, nous a marqué, il a marqué des générations, même si par ailleurs, on pouvait dire qu'il n'était peut-être pas très très bon en grammaire anglaise et il n'était peut-être pas très très bon en grammaire espagnole. Mais il nous a marqué, et il nous a marqué très positivement, et finalement, la plupart de ses élèves arrivaient en terminale avec l'envie d'aller beaucoup plus loin, soit en anglais, soit en espagnol. Alors, on va rester, Benoît, on va rester toujours pour l'instant, on n'est pas dans le pratique, d'accord, de savoir si dans le contexte professionnel des parents, du fait qu'ils soient pris, etc., on en parlera tout à l'heure, dans la faisabilité, je dirais, de moite-moite, c'est-à-dire un peu de présentiel et puis aussi un retour à la maison ou face aux écrans, parce que finalement, il y a 2 points qui sont très intéressants, enfin même 3, c'est la possibilité, bien évidemment avec le présentiel, de garder ce maintien et de la relation avec le professeur, la possibilité avec le non-présentiel de pouvoir développer cette dimension autodidacte qui est absolument fondamentale et qui est initiée à l'école. On apprend à apprendre, on apprend à chercher, on apprend à découvrir, on apprend à prendre du recul, à discerner les informations, etc. Puis, 3e élément aussi qui est très important, un véritable entraînement au contexte professionnel qui, de toute façon, reviendra à 50-50 entre télétravail et présentiel. Mais ce que je voudrais montrer comme observation, c'est je voudrais faire cette observation. Si on rentre dans votre pédagogie, dans votre logique, quand vous proposez dans notre dernière émission les livres, ce sont les enfants qui soumettent le livre. Alors maintenant, l'école sera-t-elle soumise à un vote démocratique des élèves en fonction du timing qu'ils auront proposé et décidé avec le prof ? C'est intéressant. Alors, déjà, je tiens à dire que je rejoins Lisa quant à son constat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de matière à opposer les deux. Voilà. Oui. Ça, c'est moi, je l'entends. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Moi, l'expérience que j'en ai, déjà, c'est une expérience dans le supérieur. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre à votre question, puisque je m'adresse justement à des étudiants. Et donc, du coup, à une maturité, comme dirait Benoît, exactement, qui est beaucoup plus appropriée. Et voilà, qui était autonome. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter eux-mêmes. S'ils ont un problème technique, ils peuvent le résoudre. Oui. Ce qui n'est pas le cas quand on a un petit enfant qui doit suivre le cours devant son ordinateur, qui, lui, va être dépendant du médiateur qui va être par exemple, son En même temps, dans le Covid, Alix Nenner, un de nos professeurs, non seulement menait la classe, mais à un moment donné, il y avait la cloche qui sonnait, elle se retirait et ils étaient en récréation, en visio, et après ils reprenaient, etc. Et donc, finalement, il y a une adaptation étonnante quand même chez l'enfant, mais est-ce qu'il y a une capacité, du coup, je reviens à ma question, de discernement? Est-ce que l'on peut aller jusqu'à la démago-pédago, une mayonnaise qui prend ou qui prend pas? Je ne veux pas dire que ce n'est pas une mauvaise pédagogie, ce que vous avez fait, mais entendons-nous bien, comme on est dans la mouvance et dans la mode de dire, allez, tu choisis ton école, attention, quoi. Qui s'occupe de la gestion matérielle et temporelle de l'école? Oui, mais c'était pas parce mais que... il a dit qu'il filtrait quand même. Alors il filtre, on est d'accord, Lisa? Oui, tout à fait. Et ce n'est pas parce que le cours est en distanciel qu'on ne pose pas et qu'on n'impose pas un cadre. Voilà. Et moi, si vous voulez, de fait, j'étais par principe, sans trop y réfléchir, lorsque le Covid s'est manifesté, j'étais contre les cours en distanciel. C'est-à-dire que j'y suis allé à contre-cœur. Alors que moi, c'était le contraire. Ah bon? Je trouvais ça très intéressant. Mais moi, au départ, je ne voulais pas le faire. Et je me suis rendu compte que si je voulais poursuivre mon activité, il fallait que je le fasse. Je n'avais pas le choix. Et en réalité, j'ai pris goût au distanciel parce on est sur un dispositif qui offre des jeux pédagogiques, par exemple des jeux sur le hors-champ. Moi, je sortais du champ, je revenais par exemple avec un masque animalier. Les étudiants ne comprenaient pas, c'était de l'humour nonsense. Mais justement, j'ai un des professeurs qui m'a témoigné de ça aussi. Exactement. Et donc au final, de fil en aiguille, je pense que les étudiantes et les étudiants se sont acclimatés à ce dispositif tout en manifestant toujours leur envie de revenir le plus tôt possible au présentiel. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué chez 90% des étudiants, pas des élèves, mais des étudiants. Qui étaient heureux de se retrouver. Exactement. Ils voulaient
qu'on se retrouve en classe. Ouais. Mais en fait, là où il y a encore moins d'opposition, c'est qu'il m'est arrivé de faire des cours en hybride. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui étaient présents dans la classe et d'autres étudiants qui, en parallèle, me suivaient en distanciel. Alors, c'est une mécanique qui est très difficile à mettre en place pour l'enseignant. Ça demande beaucoup de travail parce que, effectivement, il faut réussir à faire vivre la classe. Parfois, les étudiants qui parlent dans la classe ne sont pas entendus. Là, on revient sur la technique par ceux qui sont derrière leur écran. Donc, ça demande effectivement d'imposer un cadre très rigoureux avant même le début du cours. Et puis il y a peut-être même une exigence quand même, c'est que nous ne rejoignons pas le groupe quand on en a envie, mais parce que le groupe le demande, nous nous retrouvons tous. Parce qu'autrement, on est dans une masse avec un individualisme dangereux. Lisa, vous avez connu le Covid avec la visio? Oui, bien sûr. Comment vous l'avez vécu avec vos élèves? Bah, on a fait comme j'ai fait comme tout le monde, j'ai improvisé des outils. Moi, j'étais confinée dans le test avec mes 2 enfants, donc je faisais l'école pour mes enfants, en même temps que je faisais l'école pour mes élèves. Ce que j'ai vu, c'est que les bons élèves appréciaient plutôt cette distance parce qu'ils faisaient en moins de temps le même travail que ce qu'ils auraient fait à l'école. En fait, ils gagnaient du temps. Ils avaient du temps pour jouer, du temps pour lire. Ceux qui ont beaucoup pâti de ça, c'est les moins bons élèves. Après, moi, je suis absolument fan de faire la classe. J'adore ça. J'aime être en classe et je n'échangerai pour rien au monde ces moments de contact. Et j'aime ça. Ce que je dis juste, c'est qu'en plus, je trouve qu'il y a un paradoxe. L'éducation nationale prône le tout numérique. On a équipé ma classe d'un tableau numérique interactif sans me demander mon avis. Ouais. Les éditeurs nous envoient des Hadibou et je ne sais pas quelle autre stupidité tous les jours, comment dire, soi-disant nous faciliter la vie. En fait, ça abétit les élèves. Et à côté de ça, on nous dit, oh là là, mon Dieu, il ne faut pas mettre les enfants devant des écrans. On revient, vous savez, en Île-de-France, nous avons eu toute une campagne de tablettes. Les 6e, on leur a retiré les tablettes. Maintenant, ce sont les 5e. Alors qu'en fait, on avait imposé les tablettes auparavant. Vous voyez, je me Vous souviens avez que vu, dans le sud de la France, les tablettes, elles ont fini sur le bon coin. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'actualité en Suède. Oui, on Il y a 2 jours, un article du Monde expliquait que le gouvernement suédois revenait sur sa politique du tout numérique et allait investir l'équivalent de millions d'euros dans le retour des manuels dans les écoles parce qu'il réalisait que les écrans avaient un impact néfaste sur le niveau des élèves. Voilà, puis l'idée, on en parlait à notre dernière émission, l'idée du tactile, etc., qui dénature l'amour de l'écriture et la perfection de l'écriture. Ouais. Et à mon avis, il y a une idée intéressante que vous avez soulevée qui est, à mon avis, fondamentale, c'est l'idée de faire corps en fait dans une classe, parce que la question du numérique pose la question d'un cours qui du coup devient, si vous voulez, un enseignement particulier. Ça devient un cours particulier presque, le numérique. Donc ça a ses avantages, et les cours comme Academia ont beaucoup d'avantages pour combler certaines lacunes, effectivement pour entraîner l'autodidactie. Mais ce qui fait partie aussi de l'essence de l'école, c'est cette dimension de groupe et ce corps qu'on fait. Et j'imagine que c'est le goût que vous éprouvez, vous, quand vous vous adressez à votre classe, c'est cette espèce de sentiment de groupe, d'appartenance qui doit être très fort. Oui, et chaque année, il y a une ambiance différente en fonction du groupe. On apprend à se connaître, ça prend parfois quelques semaines. Et après, c'est une ambiance irremplaçable, hein, le contact direct avec les enfants. Mais moi, j'ai affaire à des petits, enfin des enfants qui ont entre 9 et 11 ans. Donc c'est sûr que les mettre devant un écran toute la journée et leur demander d'apprendre seul les maths français, c'est pas possible. On a Minecraft qui s'est énormément développé pendant les cours universitaires, de collège, de lycée, même de primaire. Et une fois, je me suis amusé à être présent au cours d'une classe d'enseignement comme ça virtuel avec un des professeurs. Et j'observais toutes les petites cases et j'observais chaque élève avec leur comportement. Il y avait certains moments, c'était clair, il y avait un ordinateur avec un double écran et ça se voyait. Et donc, on voyait l'enfant qui écoutait tout en jouant. Et à un moment donné, j'ai dit à l'enfant, bon, alors vous êtes en quoi? En créatif ou vous êtes en combat? Et comme un andouille, le dernier répond
en combat. Et alors à ce moment-là, je lui dis, bon, vous êtes grillé, vous m'étonnez. Mais en même temps, vous savez, un enfant intellectuellement précoce, il a besoin de bricoler dans sa trousse, etc. Ça ne l'empêchait pas de suivre. Ça ne l'empêchait absolument pas de suivre. Au contraire, ça l'aidait à se concentrer. Vous voyez la limite de l'opposition en Chine, en présentiel, donc les gamins sont en classe. Oui. Pour éviter justement qu'ils traficotent dans leurs trousses et que leur esprit vagabonde, on leur met des casques avec des capteurs visuels qui dénoncent le gosse quand il fait autre chose. Mais enfin, je sais pas comment c'est fait. Moi, techniquement, ça doit être assez compliqué. En gros, quand l'enfant n'écoute pas, son enseignant le sait. Alors, on n'est pas en comment dire, ils sont dans la classe, ils sont en présentiel, et il y a une espèce de chape de plomb sur leur. Non, mais sur enfin, leur ça cerveau. devient hallucinant, ça, ce truc-là. C'est complètement Voilà. dingue. Donc, en fait, moi, je crois que dans ces cas-là, il vaudrait mieux leur ficher la paix, qu'ils soient à la maison Mais oui, mais oui. et qu'ils puissent apprendre tranquillement à leur rythme. Voilà. Donc, Ouais. l'opposition, elle n'est pas si nette. Alors, comment trouver cette complémentarité, sachant que quand même, soyons incarnés, heureusement incarnés. C'est bien pour Lisa. Elle est maman, elle est en même temps l'institutrice, l'affaire est réglée. J'ai détesté ça. Voilà. Mais oui, alors il y a la frustration vocationnelle d'être dans une classe, etc. Ok, on a compris, mais au moins, la maman qu'est Lisa a ses enfants et du coup, elle fait une pierre deux coups. Quand on a des mamans qui partent travailler, le papa qui part travailler de l'autre côté, et que l'enfant va être amené mineur, ont 9 ans, 8 ans, comment l'école de demain peut s'organiser, dans des contextes familiaux et sociaux qui ne seront peut-être pas favorisés sur le plan financier pour pouvoir acquérir du matériel, et 2, parce que tout simplement, pour des raisons économiques dans le foyer, les parents sont obligés d'aller travailler. Et donc, il y a une absence des parents. Comment on fait? Pour les aspects d'organisation, je suis certaine que l'État trouvera de l'argent pour financer tous les équipements chez tout le monde. Nos poches ne sont pas encore tout à fait vides, je crois. Malheureusement, il y a toujours un peu d'argent à trouver. Mais je ne sais pas si vous dites ça parce que vous avez vent de projet de supprimer les Alors, classes. c'est très simple. Il y a en fait des gens qui considèrent, alors par contre, eux, c'est 100%. C'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin demain d'une classe. Et nous avons deux types, par exemple, enfin 3 types de motivation, par exemple, de l'école à domicile. La première, c'est la maîtrise des fondamentaux et l'école ne satisfait pas, ne répond pas à ce que attendent des parents de l'école en raison des baisses de niveau académique, en raison d'une idéologie qui ne convient pas, etc. Bon, il faut avoir les moyens. Hein. Il faut avoir les moyens financiers à ce moment-là de se payer le luxe d'une école à domicile et surtout parce qu'il faut quand même des supports. Voilà. La deuxième. Mais pour l'instant, c'est interdit. Alors non, c'est pas interdit. Justement, c'est la loi. L'instruction en famille est interdite. Oui, l'instruction à domicile est tolérée selon un éventail de possibilités qui font que finalement, quand vous lisez toutes les tolérances, on est exactement dans pratiquement le même cas de figure. La seule différence, c'est qu'on doit justifier maintenant notre choix. Et s'il rentre Autrefois, c'était déclaratif, maintenant, c'est un régime d'autorisation. Et voilà, et de justification en plus. Donc, du coup, oui. et heureusement de surveillance. Le deuxième type, Lisa et vous tous, il faut savoir, c'est un risque, une motivation idéologique qui peut être religieuse. Donc, on passe tout de suite pour les chrétiens, à des communautés plutôt surtraditionnalistes, des choses comme ça. On pense aux musulmans avec le risque d'un extrémisme, etc.
Et puis nous avons une troisième catégorie qui est une avant-garde ou des pionniers d'une école de demain, s'inspirant d'un peu du New Age, de l'écologie, des pédagogies du Danemark, etc., où on fait l'école dans un bosquet, et l'école en fait est un bosquet où on est tout le temps dehors, etc. Et donc on a ce que moi je m'amuse à dire le bobo écolo des magots, qui en fait le bobo écolo des magots, c'est-à-dire celui qui dit Et ôtez-moi d'un doute, oui. Ces gens-là revendiquent la liberté de le faire, pas l'obligation de tout le monde de Non, le faire. et c'est toujours la revendication, Lisa, toujours la revendication, et même ça se justifie. C'est, nous, on part, on va être citoyen du monde, donc on part en voyage pendant 1 an, et donc on a école Si à ça domicile. fonctionne. Ça fonctionne, mais il y a des dégâts. Il y a, Moi, j'ai des élèves, heureusement, il y a des inspecteurs. des élèves qui avaient fait le tour du monde avec leurs parents pendant 2 ans. Ils ont quitté l'école. Et quand ils sont revenus dans l'école, moi, je les ai récupérés. Enfin, il y avait des jumeaux et puis un petit frère. Moi, j'ai récupéré les jumeaux dans 2 classes de CM2 différentes. Mais je les connaissais tous les deux. Ils étaient largement meilleurs que les autres élèves. Alors, je suis d'accord, mais on peut aussi récupérer des élèves qui finalement ont fait 3 mois de voyage et après, pendant 2 ans, se sont montés une petite tente dans leur chambre et la tente est l'école. C'est la raison pour laquelle on a, à part l'épouvantail islamique, c'est la raison pour laquelle on a interdit l'école à la maison. Voilà. Il faut que tout le monde apprenne au même rythme, la même chose, etc. Pour faire République, pour faire je sais pas quoi. Moi, je sais pas s'il y a des parents qui pensent que leurs enfants apprendront mieux à la maison sur un bateau. Après tout, ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants, non? Nous sommes d'accord. Mais la socialisation scolaire est quand même indispensable. Quand vous avez un enfant qui, à domicile... Et votre point de vue? C'est mon expérience. Le cours des frères Montgolfier fait partie de ces écoles qui ont pour mission de recevoir des enfants à domicile qui entrent dans une certaine sociabilisation scolaire afin de pouvoir après être dans un milieu scolaire classique à l'aise et confortable. Ils tombent de la lune parfois parce que on demande un silence dans la classe, on demande de ne pas se déplacer, etc. L'école ne remplit plus son rôle. Les enfants sont harcelés. Ils n'apprennent plus rien. Ils n'ont pas de plaisir à aller à l'école. Enfin, je fais des généralités, c'est évidemment pas le cas partout, mais quand l'école ne remplit plus de sa mission, on ne peut pas empêcher les parents de se substituer à l'école. C'est pareil, moi je ne suis pas opposé. Non, moi je n'oppose pas non plus, mais je crois qu'il y a eu aussi une autre volonté que tu n'as pas évoquée, qui était de se servir en fait de la classe en distanciel pour tenter de régler des questions de discipline. Dans certaines petites villes de la couronne de Paris, que je connais bien, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été montées, qui répondaient à une volonté politique pour le coup, mais clairement affichée, qui était transparente d'ailleurs, parce qu'il y avait de grosses difficultés de discipline. Ça n'a pas donné beaucoup de fruits, sauf pour telle ou telle individualité. Et finalement, les gens sont revenus vers l'école traditionnelle, j'allais dire. Mais il y a eu des tentatives de fait pour observer si on arrivait à résoudre ce problème de discipline sur tel ou tel individu, parfois dangereux ou en tout cas très agité. Bon. Et là, je crois je pense que ça peut être un bon outil dans certains cas. Pour un temps donné et selon des âges. Donc là, on tombe dans le cas par cas. Ouais. On peut rentrer dans le cas par cas. Je crois que c'est pas mal de le faire. Je pense que de toute façon, même en présentiel, on rentre dans le cas par cas. Donc, en présentiel, il ne faut pas se leurrer. Dans les établissements publics, moi je suis parent d'enfants d'établissements publics, il ne faut pas se leurrer. On nous dit qu'il y a du présentiel 36 semaines dans l'année, c'est faux. C'est archi faux. Moi j'ai des enfants qui vont vivre 1 heure de cours ou 2 heures de cours dans la journée et qui font une navette entre l'école et la maison parce qu'il y a des professeurs qui sont absents, parce qu'il n'y a plus assez de profs, parce que le professeur est absent parce qu'il est en formation ou parce qu'il est dans un voyage scolaire, etc. Et donc, c'est là où je me dis... Le collectif On veut des profs
a établi à 15% l'absence, le manque de cours des élèves de primaire et à 11% ceux de secondaire. Et c'est une réalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si à ce moment-là, un établissement qui n'est même pas capable, et un État qui n'est même pas capable de gérer le présentiel, commence à nous prôner et nous dire on va mettre au programme scolaire une visio, des soutiens en visio, attention, est-ce que c'est pour remplacer l'absentéisme parce qu'on n'est pas capable de relever un peu le niveau et de ramener à la vocation et de revaloriser la vocation des professeurs, ou est-ce que vraiment nous considérons qu'il est intelligent de faire cette expérience entre le terrain de l'école en présentiel et le terrain de l'école en visio? Comment? L'État fait ça? Aujourd'hui, l'État y réfléchit. Ah. Nous avons eu, il y a quelques années, cette étude de mettre en place de l'extrascolaire avec Najat Belkacem, où il y avait même des méthodes, des conférences de méthode l'après-midi, du travail en carrefour, etc. On y revient. Maintenant, c'est terminé. Même l'inspecteur demande que c'est terminé, on ne fait plus ça. Et les mairies, qui avaient investi énormément dans un soutien matériel et immobilier autour de l'extrascolaire, maintenant on ne leur demande plus. C'est vide. Et, sans doute, mais je crois que pour essayer d'avancer vers des solutions qui pourraient être des solutions accessibles à peu près pour tout le monde, mais je pense qu'il faut aussi considérer les mutations de notre société. Il y a quand même d'énormes mutations qui se sont produites dans les 15-20 dernières années. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de toutes ces mutations. Et alors, bonnes, pas bonnes, je ne sais pas, je ne vais pas les qualifier. Mais je crois que l'école doit réfléchir, l'État doit réfléchir à nouveau sur la vraie mission de l'école, sa position par rapport aux familles. Et je pense aussi que la façon de dessiner, j'allais dire, les écoles doit être revue. C'est-à-dire que, alors Napoléon a mis des grilles autour de Louis le Grand, pourquoi? Parce que ça partait dans tous les sens. Mais, alors c'est une image évidemment, mais on a des écoles qui sont beaucoup trop grosses, à mon avis, qui sont ça, on va en parler énormes. plus tard. Je pense que la relation du maître avec l'élève ou les élèves dans une école, c'est quelque chose qui est quand même qui nécessite une forme de proximité quand même, et encore une fois, d'échange de l'intelligence à l'intelligence. Donc, on ne peut pas faire ça sur 3000 élèves. Oui. Alors, il y a des structures avec plusieurs milliers d'élèves, par exemple en Afrique. Là, moi, j'ai contribué à monter des écoles en Afrique, au Burkina Faso et puis en Côte d'Ivoire. Les demandes sont, on fait une école pour 3000 filles, par exemple. Bon, mais les gens ne se connaissent plus. Personne ne connaît plus personne. Alors, ça tombe bien parce qu'ils ont une autre mentalité que la nôtre, et les familles les mamans en tout cas, sont beaucoup plus présentes que chez nous. Un élève a un parent. Il a au moins un parent. Ouais. Et généralement, c'est la maman. Bon. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir, à mon avis, à notre... on ne peut pas parler de l'école sans comprendre ce que c'est que la famille et sans comprendre ce que c'est que la société. Et je crois que la famille se délite quand même beaucoup, et elle est quand même très attaquée dans sa forme traditionnelle. Je pense que la société, dans sa forme aussi traditionnelle, n'est plus tellement garante d'une civilisation donnée. Donc, je crois qu'on est dans quelque chose qui devient de plus en plus difficilement défendable. Et par voie de conséquence, l'école, ou bien ce que l'on prétend faire de l'école et à l'école, eh bien, a tellement évolué ou changé qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on reprend le problème autrement? Est-ce qu'on le repose sur le métier pour le retravailler ou pas? Et moi, j'aurais tendance à dire... Et la relation proche et intime d'un maître avec ses élèves est souhaitable si le maître est lui-même quelqu'un de libre. Est-ce que des enseignants qui sont des factotums de l'État et qui sont là pour véhiculer une idéologie, est-ce qu'il est vraiment souhaitable qu'ils aient une relation proche avec leurs élèves? Alors, ce que vous dites est parfaitement juste. C'est-à-dire que ça peut être aussi un outil pour les protéger de cet excès de cette patte totalitaire qui va se poser sur eux. Donc, je ne peux pas trancher. Je pense que les deux outils sont parfaitement défendables. Je crois qu'ils peuvent être associés l'un et l'autre, mais je crois aussi que la vocation même de l'école, et qui passe aussi par la réalisation de la vocation de l'école, passe par les maîtres et par les enseignants. Là, il y a aussi beaucoup à réviser. C'est-à-dire qu'il faut effectivement changer le fait que les maîtres et les enseignants soient des
des factotums de l'État. Il faut Ça, faire c'est pas très possible. C'est attention. pas défendable, ça. Il faut faire très attention également à une autre question qui est les visioconférences pendant le Covid ont engendré une grande détresse et une grande solitude chez les étudiants, mais ont engendré aussi l'opportunité d'une déscolarisation définitive d'un Absolument. très grand nombre de Absolument. jeunes, particulièrement en banlieue, qui aujourd'hui, à des âges complètement hallucinants, sont en train de cramer des bagnoles, commencer à prendre des armes et tirer. Et enfin, c'est après le Covid que l'on a eu les feux d'artifice qui ont été utilisés contre les policiers, et par des jeunes de 10 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui sont en fait des élèves qui n'ont absolument pas repris l'école après la souffrance du Covid. Bien sûr. Vous voyez? Oui, alors pour répondre, moi je rejoins les propos de mes collègues. La question que je pense qu'il faut se poser, c'est, moi je pense que les défenseurs du distanciel, comment dire, à plein temps, Oui. qu'on représente quand même une infime minorité, je pense, Oui. voilà, au sein même de l'éducation nationale, au sein des enseignants dans le supérieur et au sein du corps estudiantin. Et voilà. Certainement. Et même d'un point de vue purement pratique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on est une famille, pour rejoindre, on travaille, on ne travaille pas à temps plein en distanciel pour la plupart des citoyens. Et donc, on ne peut pas, comment dire, laisser son enfant mineur seul devant un ordinateur pour suivre des cours à temps plein. Donc, je pense que le distanciel, il faut le prendre comme un outil qui existe, qui n'est pas finalement, enfin de mon point de vue, un outil si mauvais que cela, au contraire, qui peut permettre de renouveler ces pratiques pédagogiques Oui. et d'impliquer les élèves autrement. Vous avez posé une question au début de la session en me disant, mais comment vous feriez, vous, par exemple, par rapport au dispositif que vous avez mis en bibliothèque, mais vous pouvez tout à fait avoir un Google Drive avec des textes qui sont proposés en PDF et les élèves qui choisissent leur texte et on fait un vote en ligne. Et en plus, avec les dispositifs comme Zoom, Teams, tous ces logiciels, on peut tout à fait voter, organiser un vote en ligne et ça devient ludique justement pour les élèves. Donc le distanciel, je pense, ne pose pas de problème d'ordre pédagogique. Il ne remplacera pas non plus a priori le contact que peut avoir un enseignant en présentiel. Et à part une infime minorité d'idéologues que vous avez évoqué 3 catégories d'idéologues, personne ne le souhaite. Personne ne souhaite d'une école qui serait 100% en distanciel. Quand bien même, effectivement, on partirait sur des dispositifs plus individualistes, et ça, effectivement, ça peut se défendre. Mais on peut, voilà, je pense que après, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais on ne peut pas anticiper aujourd'hui d'une école qui serait 100% en distanciel. Oui. Il y a quand même des modèles qui sont Très vite. intéressants à observer. Ce sont les classes qui sont faites en distanciel, justement, avec ce procédé de visio, pour des enfants malades, pour des questions donc de santé. Aussi. C'est Oui, très exactement. intéressant à observer parce que d'abord pour eux, c'est quand même c'est un bienfait certain. Et ils ne quittent pas finalement l'école et leurs Et voilà, camarades. ça les tient quand même dans une Exactement. scolarité qui Oui. est voilà. Mais Et ça, je pense que c'est vraiment un outil qui doit être. Vous avez tout à fait raison. Il faut l'adapter, il faut le domestiquer en quelque sorte, Alors. au sens large du terme. Mais au-delà des enfants malades, Et- on peut penser aux enfants aussi qui sont en difficulté scolaire et Mais les bien cours sûr, de soutien. exactement. J'ai eu la chance de donner quelques cours particuliers en visio à chaque fois. C'était des cours très, très spécifiques avec une élève en particulier et on a pu revenir sur des difficultés très précises. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est un outil, vous avez eu le très bon mot, c'est un outil comme à mon avis, le numérique. Lisa, vraiment quelques secondes parce qu'on va terminer. Juste une petite anecdote, j'ai une élève une année qui est repartie en Hongrie, elle était franco-hongroise. Et moi, j'ai gardé le contact avec elle et au bout de 2 semaines, elle m'a dit vous me manquez beaucoup et surtout vos poèmes. Et donc, je lui ai proposé que quand tous les poèmes que je donnerai à ma classe, en fait, je lui ai dit je peux t'envoyer les poèmes que je donne à ma classe. Et elle m'a dit oui, mais moi, ce que j'aimais, c'était les réciter. Eh oui. Et donc, on a fait tous les 15 jours, parce que chez moi, on apprend un nouveau poème tous les 15 jours. Très bien. Je me souviens d'elle en train de réciter l'expiation de Victor Hugo en distanciel depuis chez elle. C'est formidable. Derrière elle, il y avait son petit lit et ses peluches.
Et ça n'existait pas autrefois, et c'est formidable. Et c'est très bien. C'est formidable, ça. C'est le mot de la fin. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de faire vos commentaires. Ils nous sont très précieux. Likez, abonnez-vous et surtout, partagez généreusement. À très très vite.